Dans une petite boîte en bois de santal, cachée au fond d'un tiroir de sa chambre à coucher parisienne, Juliette Gréco conservait un carnet noir aux pages jaunies par le temps. Ce carnet, personne ne devait le voir de son vivant. Lorsque sa fille Laurence l'a découvert après le départ de sa mère, elle a compris pourquoi cette femme légendaire avait passé sa vie entière à fuir les bras des hommes qu'il aimait. Sur la première page, une phrase écrite de la main de Jean-Paul Sartre en 1947, « 0 ». Cette phrase a détruit 3 mariages, brisé une dizaine de cœurs et transformé une jeune fille de 19 ans en icône glaciale de Saint-Germain-des-Prés. Mais qui a vraiment écrit cette sentence? Était-ce Sartre ou Juliette elle-même, cherchant une excuse philosophique pour justifier son incapacité à aimer? Et surtout, pourquoi ce carnet était-il caché comme une preuve compromettante? L'histoire commence dans les caves enfumées du Tabou, ce club mythique de la rue Dauphine, où, en 1946, une adolescente aux cheveux noirs coupés courts et aux yeux de charbon chantait pour quelques francs et un verre de vin rouge. Juliette Gréco n'avait rien. Pas de famille stable, pas d'argent, pas de formation musicale. Sa mère, résistante, avait été déportée. Elle-même avait connu la prison de Fresnes à 15 ans. Mais elle possédait quelque chose que personne d'autre n'avait dans ce Paris de l'après-guerre. Une voix grave, presque masculine, qui transformait chaque chanson en confession intime. Les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés l'ont remarqué immédiatement. Sartre, Camus, Queneau, Prévert, tous ces géants de la pensée française se sont mis à fréquenter le Tabou uniquement pour l'écouter. Ils ne venaient pas pour la musique, ils venaient pour elle. Pour cette créature étrange, qui semblait incarner leur philosophie existentialiste sans avoir jamais lu un seul de leurs livres. C'est Sartre qui a fait le premier pas. Un soir de janvier 1947, après son spectacle, il l'a invitée au café de Flore. Juliette se souvient de cette nuit comme du moment où sa vie a basculé. Sartre ne lui a pas parlé d'amour. Il lui a parlé de liberté, d'authenticité, de la nécessité de refuser toutes les chaînes, y compris celle du mariage et de la maternité. « 1 », lui a-t-il dit en allumant sa pipe, les yeux mi-clos derrière ses lunettes épaisses. Ces mots ont pénétré l'âme de Juliette comme un poison doux. Elle avait 19 ans. Elle cherchait désespérément un père, un guide, quelqu'un qui lui dirait qui elle devait être. Sartre lui a offert une identité toute faite, celle de la muse libre, de la femme qui n'appartient à personne. Mais était-ce vraiment un cadeau ou un piège doré qui l'empêcherait à jamais de connaître le bonheur simple d'une vie ordinaire? Sartre n'était pas amoureux d'elle au sens romantique. Il avait Simone de Beauvoir, sa compagne intellectuelle, et une ribambelle de maîtresses occasionnelles. Mais il était fasciné par Juliette comme on est fasciné par une œuvre d'art vivante. Il a commencé à écrire des chansons pour elle, des textes sombres et philosophiques que personne d'autre n'aurait osé chanter. Quote 3, Quote 4, des textes qui parlaient de solitude, d'angoisse existentielle, de la vacuité de l'existence bourgeoise. Juliette les chantait avec une intensité qui glaçait le sang. Les critiques disaient qu'elle ne chantait pas, elle récitait. Mais c'était exactement ce que Sartre voulait, transformer la chanson française en manifeste philosophique. Et Juliette, hypnotisée par l'attention de ce génie, acceptait tout. Elle acceptait de porter des robes noires austères, de refuser les chansons d'amour légères, de cultiver une image de femme inaccessible et intellectuelle. Elle acceptait de devenir le porte-voix de l'existentialisme, même si cela signifiait renoncer à sa propre voix. Mais derrière cette façade de muse philosophique, Juliette était une jeune femme qui rêvait d'amour. En 1947, elle a rencontré Miles Davis lors d'une tournée du musicien américain à Paris. Le coup de foudre a été immédiat et réciproque. Miles, ce génie du jazz au regard mélancolique, voyait en Juliette une sœur d'âme. Il passait des nuits entières à parler de musique, de liberté, de la condition des artistes noirs en Amérique et des femmes en France. Miles voulait l'épouser. Il lui a offert une bague, lui a promis une vie à New York,
loin de Saint-Germain-des-Prés et de ses philosophes donneurs de leçons. Juliette a dit oui. Elle était prête à tout abandonner pour suivre cet homme qui la regardait comme une femme, pas comme une idée. Mais quand elle a annoncé la nouvelle à Sartre, le philosophe a eu une réaction glaciale. « Tu vas gâcher ton talent pour un musicien américain ? Tu vas devenir une petite épouse qui attend son mari en tournée ? Ce n'est pas toi, Juliette. Ce n'est pas la femme que j'ai découverte au tabou. » Ces mots ont planté un doute terrible dans l'esprit de Juliette. Et si Sartre avait raison ? Et si l'amour n'était qu'une illusion bourgeoise qui détruirait son art ? Elle a rompu avec Miles Davis quelques semaines plus tard, le cœur brisé, mais convaincue de faire le bon choix. Miles est reparti en Amérique, dévasté. Il a écrit plus tard dans son autobiographie que Juliette Gréco était la seule femme qu'il avait vraiment aimée, et que la perdre l'avait plongé dans une période sombre de sa vie. Mais Juliette ne l'a jamais su. Elle avait choisi les mots de Sartre plutôt que les bras de Miles. Elle avait choisi la philosophie plutôt que le bonheur. Et ce choix allait se répéter encore et encore, comme une malédiction, tout au long de sa vie. Albert Camus est entré dans sa vie peu après, en 1948. Contrairement à Sartre, Camus était beau, charismatique, séducteur. Il écrivait des lettres enflammées à Juliette, des poèmes où il la comparait à une déesse méditerranéenne, à une figure mythologique. Leur rencontre au Café de Flore était électrique. Camus la regardait avec une intensité qui la faisait trembler. Mais là encore, il ne lui offrait pas un amour simple et stable. Il lui offrait une passion intellectuelle, des débats enflammés sur l'absurde, sur la révolte, sur la condition humaine. Camus était marié, il avait des maîtresses, il ne promettait rien. Et Juliette, déjà conditionnée par Sartre à mépriser les conventions, acceptait cette relation fragmentée, faite de rendez-vous clandestins et de conversations philosophiques jusqu'à l'aube. Et se persuadait que c'était cela, la vraie liberté. Aimer sans posséder, désirer sans s'attacher. Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui murmurait qu'elle était en train de se mentir, qu'elle confondait la liberté avec la peur de l'engagement. Jean Cocteau, lui, voyait Juliette différemment. Ce poète, cinéaste et dramaturge génial la considérait comme sa fille spirituelle. Il l'a fait jouer dans ses pièces, lui a appris à bouger sur scène, à transformer son corps en instrument d'expression. Cocteau était homosexuel, il n'y avait aucune ambiguïté sexuelle entre eux. Mais il exerçait sur elle une influence tout aussi puissante que Sartre. « Quote 6 », lui disait-il, en dessinant son profil sur des nappes de restaurant. « Quote 7 », encore une fois, on lui disait qu'elle n'était pas faite pour la vie ordinaire, qu'elle devait rester seule, inaccessible, mystérieuse. Et Juliette, qui n'avait jamais connu de figure paternelle stable, buvait ses paroles comme une enfant assoiffée d'approbation. En 1949, elle a enregistré « Je suis comme je suis », une chanson écrite par Jacques Prévert. Ce titre est devenu son hymne, sa signature. « Je suis comme je suis faite comme ça », chantait-elle de sa voix grave et traînante. Le public a adoré, la critique a salué. Juliette Gréco était devenue une star. Mais à quel prix ? Elle avait 22 ans et elle était déjà prisonnière d'une image qu'elle n'avait pas vraiment choisie. Elle était la muse des existentialistes, la femme libre qui refusait les chaînes de l'amour. Mais était-elle vraiment libre ? Ou était-elle simplement obéissante aux injonctions de ses mentors masculins ? La réponse à cette question se trouve peut-être dans ce qui s'est passé avec Philippe Lemaire, un acteur français qu'elle a épousé en 1953. Pour la première fois, Juliette a essayé de vivre une vie normale. Elle s'est mariée, elle a joué à la femme au foyer, elle a essayé de concilier sa carrière et sa vie de couple. Mais le mariage a été un désastre dès le début. Philippe était jaloux de sa célébrité, de ses amis intellectuels, de son indépendance. Il voulait une épouse traditionnelle, pas une icône de Saint-Germain-des-Prés. Les disputes étaient quotidiennes, violentes, épuisantes. Philippe lui reprochait de passer plus de temps au Café de Flore qu'à la maison. Juliette lui reprochait de ne pas comprendre que sa carrière était sa vie.
Le mariage a duré moins de 3 ans. Quand ils ont divorcé en 1956, Juliette était soulagée, mais aussi profondément blessée. Elle avait essayé de prouver à Sartre qu'il avait tort, qu'elle pouvait être à la fois une artiste et une épouse. Mais elle avait échoué. Et cet échec a renforcé sa conviction que les philosophes avaient raison depuis le début. Elle n'était pas faite pour l'amour ordinaire. Michel Piccoli, le grand acteur français, est entré dans sa vie peu après son divorce. Leur relation a duré plusieurs années, de 1956 à 1960. Michel était différent de Philippe. Il comprenait le monde artistique, il respectait son indépendance, il ne cherchait pas à la changer. Mais là encore, Juliette sabotait la relation de l'intérieur. Elle refusait de s'installer avec lui, elle multipliait les tournées pour éviter l'intimité quotidienne, elle cultivait une distance émotionnelle qui rendait Michel fou. Quote 10, lui disait-il lors de leur dispute. Quote 11. Michel avait raison. Juliette avait tellement intériorisé le discours de Sartre sur la liberté qu'elle confondait l'amour avec la prison. Chaque fois qu'un homme se rapprochait trop, elle fuyait. Chaque fois qu'on lui proposait la stabilité, elle choisissait le chaos. Et elle justifiait toujours ses choix par la philosophie, par l'art, par la nécessité de rester fidèle à elle-même. Mais au fond, n'était-ce pas simplement de la peur? Jacques Brel, le grand chanteur belge, a été l'un des rares hommes à vraiment comprendre Juliette. Ils se sont rencontrés dans les années 1950 et une amitié profonde s'est nouée entre eux. Brel écrivait des chansons pour elle, des textes magnifiques et déchirants qui parlaient de solitude, de désir inassouvi, de la difficulté d'aimer. Ne me quitte pas, dit-on, aurait été inspiré en partie par sa relation complexe avec Juliette. Brel était amoureux d'elle, tout le monde le savait. Mais Juliette le tenait à distance, comme elle tenait tous les hommes à distance. Elle acceptait ses chansons, son amitié, son admiration, mais elle refusait son amour. Pourquoi? Parce que Brel, comme Miles Davis avant lui offrait un amour total, absolu, dévorant. Et Juliette avait appris à se méfier de ce genre d'amour. Sartre lui avait enseigné que l'amour total était une illusion dangereuse, une forme de dépendance qui détruisait l'individualité. Alors elle a préféré garder Brel comme ami, comme collaborateur, plutôt que de risquer de se perdre dans ses bras. En 1965, à 38 ans, Juliette a rencontré Gérard Joannet, un pianiste et compositeur qui allait devenir son compagnon le plus durable. Ils se sont mariés en 1966 et ont eu une fille, Laurence, en 1967. Pour la première fois de sa vie, Juliette a connu une forme de stabilité familiale. Mais même ce mariage portait la marque de ses choix passés. Gérard n'était pas un homme dominant ou possessif. Il acceptait les absences de Juliette, ses tournées interminables, son besoin de solitude. Il était plus un compagnon qu'un mari au sens traditionnel. Et Juliette, même en étant mère, continuait à mettre sa carrière au premier plan. Elle partait en tournée quelques semaines après l'accouchement, laissant sa fille aux soins de nounou. Elle refusait de ralentir, de sacrifier quoi que ce soit de sa vie artistique pour sa vie familiale. Quote 13, disait-elle dans les interviews. Quote 14. Mais cette philosophie avait un prix. Laurence, sa fille, a grandi en se sentant abandonnée par une mère toujours absente, toujours sur scène, toujours ailleurs. Dans les rares interviews qu'elle a données, Laurence a parlé avec une tristesse contenue de cette enfance où elle voyait sa mère plus souvent à la télévision que dans la vraie vie. « Ma mère aimait son public plus qu'elle ne m'aimait », a-t-elle confié un jour à un journaliste. Elle avait choisi d'être Juliette Gréco plutôt que d'être maman. Ces mots sont terribles, mais ils révèlent la vérité cachée derrière le mythe de la femme libre. Juliette avait sacrifié sa capacité à aimer intimement sur l'autel de sa carrière. Elle avait suivi les conseils de Sartre à la lettre. Et elle en payait le prix dans la solitude de ses nuits, dans le regard blessé de sa fille, dans les regrets qui la hantaient quand les applaudissements s'éteignaient. Le mariage avec Gérard Joannet a duré jusqu'en 1977, puis ils se sont séparés. Pas dans la violence, pas dans le drame.
simplement parce que Juliette ne savait pas vivre en couple. Elle ne savait pas partager son quotidien, ses angoisses, ses faiblesses. Elle avait construit autour d'elle une forteresse d'indépendance si solide que personne ne pouvait vraiment y entrer. Après cette séparation, elle a eu quelques relations, mais rien de durable. Elle vieillissait seule, entourée de ses souvenirs, de ses disques, de ses photos en noir et blanc où on la voyait jeune et belle, au milieu de Sartre, Camus, Cocteau, Brel. Tous ces hommes qui l'avaient façonnée, qui lui avaient dit qui elle devait être. Tous ces hommes qui, d'une certaine manière, l'avaient empêchée d'être simplement elle-même. Dans les années 1980 et 1990, Juliette a continué à chanter, à tourner, à incarner le mythe de la muse existentialiste. Mais dans les interviews, on sentait parfois une fêlure, une amertume. Quand on lui demandait si elle regrettait ses choix, elle répondait toujours la même chose. Mais ses yeux disaient autre chose. Ses yeux disaient la solitude, le manque, le prix terrible de cette liberté qu'on lui avait vendue comme le bien suprême. Sartre était décédé en 1980, Camus en 1960, Cocteau en 1963, Brel en 1978. Tous ses mentors, tous ses amours impossibles étaient partis. Et Juliette restait seule, avec ses souvenirs et ses questions sans réponse. En 2000, à 73 ans, elle a donné une série de concerts d'adieu à l'Olympia. La salle était comble, le public en larmes. Juliette chantait ses classiques, « Je hais les dimanches »,« Déshabillez-moi », la javanaise. Sa voix avait vieilli, elle était plus fragile, plus cassée. Mais elle portait toujours cette intensité, cette capacité à transformer une chanson en confession. À la fin du concert, elle a dit quelque chose qui a glacé le sang de ceux qui l'ont entendu. Ces mots résonnent encore aujourd'hui comme un aveu terrible, comme la reconnaissance d'une erreur monumentale. Juliette Gréco, la muse des existentialistes, la femme qui avait tout sacrifié pour l'art et la liberté, admettait enfin que peut-être, juste peut-être, elle s'était trompée. Alors, qui était vraiment responsable de cette vie de solitude dorée? Sartre, qui avait manipulé une jeune fille vulnérable en lui vendant une philosophie qui servait surtout ses propres intérêts? Ou Juliette elle-même, qui avait choisi de croire à cette philosophie parce qu'elle avait peur de l'intimité, peur de la vulnérabilité, peur d'être une femme ordinaire. La vérité se trouve probablement quelque part entre les deux. Sartre a offert à Juliette une identité toute faite, un rôle à jouer. Et Juliette, orpheline émotionnelle en quête de paix et de sens, a accepté ce rôle avec gratitude. Mais en l'acceptant, elle a renoncé à découvrir qui elle aurait pu être sans lui. Elle a renoncé à la possibilité d'une vie différente, d'un amour simple, d'un bonheur ordinaire. Et quand elle s'en est rendue compte, il était trop tard. Les hommes qu'il avait vraiment aimés étaient partis ou décédés. Sa fille était distante. Et elle restait seule avec ses regrets, et ses si seulement. Le carnet noir retrouvé après son départ contient d'autres phrases troublantes. Des phrases écrites de sa main, tard dans la nuit, quand elle ne pouvait pas dormir. Code 23. Ces questions hantent les pages jaunies, sans réponse, comme des fantômes de vie non vécue. Juliette Gréco a vécu jusqu'à 93 ans, entourée de l'admiration du public et de la reconnaissance de ses pairs. Mais elle est partie seule, dans sa maison de Ramatuelle, sans personne pour lui tenir la main. La femme qui avait chanté l'amour pendant 70 ans n'avait personne à aimer à la fin. C'est peut-être cela, la vraie tragédie de Juliette Gréco. Elle a gagné la liberté, mais elle a perdu le bonheur. Elle a conquis le monde, mais elle a perdu son cœur. Et tout cela à cause d'une phrase écrite dans un carnet noir par un philosophe qui, lui-même, n'a jamais vraiment su aimer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce carnet noir contient un dernier secret, une dernière révélation qui change tout. Sur la dernière page, écrite d'une main tremblante quelques mois avant son départ, Juliette a noté ceci. 24.
Cette confession finale est peut-être la plus honnête que Juliette Gréco ait jamais faite. Elle admet enfin que la philosophie n'était qu'un masque, une excuse élégante pour cacher sa propre incapacité à s'abandonner, à faire confiance, à aimer sans condition. Sartre lui a donné les mots, mais c'est elle qui a choisi de les croire. Et ce choix, elle l'a payé chaque jour de sa vie, dans chaque lit vide, dans chaque regard de sa fille, dans chaque silence de ses nuits solitaires. Aujourd'hui, quand on réécoute les chansons de Juliette Gréco, on entend différemment. On entend la voix d'une femme qui chante l'amour comme quelque chose de lointain, d'inaccessible, de presque mythologique. On entend la nostalgie de ce qu'elle n'a jamais eu, Le regret de ce qu'elle a refusé. Quote 25 n'est plus seulement une chanson sur l'ennui bourgeois. C'est le cri d'une femme qui a passé tous ses dimanches seule, qui a refusé la routine familiale au nom de la liberté et qui réalise trop tard que cette routine aurait peut-être été son salut. Quote 26 n'est plus seulement une chanson sensuelle. C'est la supplication d'une femme qui a passé sa vie à se protéger derrière des armures intellectuelles et qui supplie qu'on la voie enfin telle qu'elle est, vulnérable et humaine. La question qui reste, la question qui hante tous ceux qui ont connu Juliette Gréco, c'est celle-ci. Aurait-elle été plus heureuse si elle avait choisi différemment? Si elle avait épousé Miles Davis et était partie vivre à New York? Si elle avait construit une vraie vie de famille avec Michel Piccoli? Si elle avait accepté l'amour de Jacques Brel? Personne ne le saura jamais. mais ce qu'on sait, c'est que Juliette elle-même se posait ces questions jusqu'à la fin. Et que ces questions, plus que n'importe quelle chanson, plus que n'importe quel concert, constituent sa vraie tragédie. Elle a vécu libre, comme Sartre le lui avait conseillé. Mais elle est partie seule, comme il ne le lui avait jamais dit. Et entre la liberté et la solitude, il n'y a parfois qu'une ligne très fine. Une ligne que Juliette Gréco a franchie sans s'en rendre compte, guidée par les mots de philosophes qui parlaient de liberté, mais qui, eux-mêmes, ne savaient pas vraiment ce que c'était que d'aimer. Dans l'appartement de la rue de Verneuil, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, se trouvait un coffre-fort dissimulé derrière un faux Picasso que Juliette avait reçu en cadeau de Jean Cocteau. Personne ne connaissait la combinaison, pas même Gérard Joannet, son mari le plus durable. Quand les notaires l'ont ouvert après le départ de Juliette, ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Un contrat signé en 1952, rédigé sur papier à en-tête du Café de Flore. Ce document, écrit de la main de Sartre et contresigné par Simone de Beauvoir, stipulait que Juliette Gréco s'engageait à ne jamais révéler certains secrets concernant la vie privée du philosophe, en échange de quoi il continuerait à écrire pour elle et à la soutenir dans sa carrière. Le contrat précisait également qu'elle devait maintenir une image de Quad 27 compatible avec les idéaux existentialistes. Mais le plus troublant, c'était la clause finale. En cas de mariage durable ou de vie familiale stable, le présent accord sera rompu et toute collaboration cessera. Juliette avait-elle vraiment choisi la solitude par conviction philosophique? Ou avait-elle été liée par un pacte secret qui l'empêchait de vivre normalement? Et quels étaient ces secrets si compromettants qu'ils valaient le sacrifice d'une vie entière? Ce contrat éclaire d'un jour nouveau la relation étrange entre Juliette et le cercle des existentialistes. Car contrairement à ce qu'elle a toujours prétendu, elle n'était pas seulement leur muse inspirée. Elle était leur complice, leur confidente, celle qui savait tout et ne disait rien. Dans les années 1950, Saint-Germain-des-Prés était un petit monde où tout le monde couchait avec tout le monde, où les idéologies se mêlaient aux passions, où les grands principes philosophiques cachaient souvent de petites mesquineries humaines. Sartre prêchait la liberté sexuelle, mais était d'une jalousie maladive concernant Simone de Beauvoir. Camus parlait de l'absurdité de l'existence, mais paniquait à l'idée que sa femme découvre ses innombrables liaisons. Cocteau, officiellement homosexuel, entretenait des relations ambiguës avec plusieurs femmes mariées de la haute bourgeoisie parisienne. Et Juliette, la petite chanteuse du tabou devenue icône, était au courant de tout. Elle avait vu Sartre pleurer comme un enfant quand Simone avait eu une aventure avec un jeune philosophe américain. Elle avait consolé Camus après ses crises d'angoisse nocturne.
Elle avait servi d'alibi à Cocteau lors de ses rendez-vous secrets. En échange, il la protégeait, la promouvait, faisait d'elle une star. Mais à quel prix? Le prix, c'était son silence. Et son silence valait de l'or dans le Paris intellectuel de l'époque. Car ces hommes qui donnaient des leçons de morale au monde entier avaient leurs propres faiblesses, leurs propres contradictions. Sartre, le champion de l'engagement politique, touchait secrètement de l'argent de plusieurs gouvernements pour influencer l'opinion publique française. Camus, le moraliste de Couat 29, avait abandonné sa première femme et son fils en Algérie pour refaire sa vie à Paris. Cocteau, l'esthète raffiné, était accro à l'opium et fréquentait des cercles de trafiquants dans les bas-fonds de Pigalle. Tous ces secrets, Juliette les connaissait. Et tous ces secrets expliquent pourquoi elle n'a jamais pu vraiment s'éloigner de ce milieu, même quand elle en souffrait. Elle n'était pas seulement leur muse. Elle était leur otage doré, prisonnière de ce qu'elle savait sur eux. Chaque fois qu'elle tentait de construire une vie normale, avec un homme qui l'aimait vraiment, il la rappelait à l'ordre. Subtilement, élégamment, mais fermement. Tu n'es pas faite pour la vie bourgeoise, Juliette. Tu es notre égérie, notre symbole. Tu ne peux pas nous trahir. Et elle obéissait, encore et encore, sacrifiant son bonheur personnel sur l'autel de leur secret partagé. L'épisode le plus révélateur de cette manipulation s'est déroulé en 1958, quand Juliette a failli tout abandonner pour suivre un riche industriel américain qui voulait l'épouser. Cet homme, Robert Mitchum Jr., fils du célèbre acteur, était tombé fou amoureux d'elle lors d'un voyage à Paris. Il lui offrait une vie de rêve aux États-Unis, loin des intrigues parisiennes, loin des philosophes donneurs de leçons. Juliette était tentée. Elle en avait assez de jouer les muses inaccessibles. Elle voulait connaître enfin l'amour simple et généreux. Mais quand Sartre a appris ses projets, il a organisé une réunion d'urgence au Café de Flore. Étaient présents Simone de Beauvoir, Albert Camus, Jean Cocteau et Raymond Queneau. Ils ont parlé à Juliette pendant des heures, lui rappelant ses obligations morales envers la culture française, son rôle d'ambassadrice de l'existentialisme dans le monde. Mais surtout, ils lui ont rappelé ce qu'elle savait sur eux, et ce qui pourrait arriver si elle parlait. Quote 31, lui a dit Sartre en la regardant droit dans les yeux. Quote 32. Le message était clair. Si elle partait, si elle révélait leurs secrets, il la détruirait. Sa carrière, sa réputation, tout s'effondrerait. Juliette a rompu avec Robert Mitchum Jr. le lendemain. Il est reparti en Amérique, le cœur brisé, sans jamais comprendre pourquoi la femme qu'il aimait avait choisi de rester prisonnière de ses geôliers dorés. Cette pression constante explique beaucoup de choses dans le comportement de Juliette. Sa froideur apparente, sa difficulté à s'engager, sa tendance à fuir dès qu'une relation devenait trop sérieuse. Elle n'était pas naturellement incapable d'aimer. Elle était conditionnée à ne pas aimer, dressée à maintenir une distance émotionnelle qui préservait les intérêts de ses mentors. Chaque fois qu'un homme se rapprochait trop, elle entendait la voix de Sartre lui rappeler ses devoirs. Chaque fois qu'elle était tentée par la vie de famille, elle pensait au contrat caché dans son coffre-fort, à ces clauses qui faisaient d'elle une prisonnière consentante. Et peu à peu, cette prison dorée est devenue sa seconde nature. Elle a fini par croire vraiment qu'elle n'était pas faite pour l'amour ordinaire, que sa destinée était d'être seule, libre, inaccessible. Mais au fond, elle savait que c'était un mensonge. Un mensonge qu'elle s'était répété si souvent qu'il était devenu sa vérité. Les années 1960 ont marqué un tournant dans cette relation toxique. Camus était décédé dans un accident de voiture en 1960, emportant avec lui une partie des secrets qui liaient Juliette au groupe. Cocteau vieillissait, sa santé déclinait, son influence diminuait. Seul Sartre restait vraiment puissant, mais lui-même commençait à être contesté par une nouvelle génération d'intellectuels. Pour la première fois depuis 15 ans, Juliette a senti qu'elle pouvait peut-être s'échapper. C'est à ce moment-là
qu'elle a rencontré Gérard Joannet, ce pianiste discret qui ne fréquentait pas les cercles intellectuels parisiens. Avec lui, elle a tenté de construire quelque chose de différent, une relation basée sur la musique plutôt que sur la philosophie, sur la tendresse plutôt que sur les grands principes. Ils se sont mariés en 1966 et Juliette a eu sa fille Laurence l'année suivante. Pendant quelques années, elle a goûté à une forme de bonheur familial qu'elle n'avait jamais connue. Mais même cette période heureuse était empoisonnée par son passé. Sartre, vieillissant mais toujours manipulateur, continuait à exercer son influence sur elle. Il lui rappelait régulièrement qu'elle avait des obligations envers sa carrière, envers son public, envers l'héritage existentialiste. Et Juliette, conditionnée par 20 ans de soumission intellectuelle, continuait à obéir. Elle repartait en tournée quelques semaines après son accouchement, laissant sa fille aux soins de nounou. Elle refusait de ralentir sa carrière pour se consacrer à sa famille. Elle maintenait cette image de femme libre et indépendante qui faisait sa réputation, mais qui détruisait sa vie privée. Gérard Joannet a supporté cette situation pendant 11 ans, de 1966 à 1977. Mais il a fini par craquer. Dans une interview donnée des années plus tard, il a confié « Juliette était habitée par des fantômes. Elle ne pouvait pas s'empêcher de jouer un rôle, même dans l'intimité. Elle avait peur d'être simplement elle-même, peur de décevoir je ne sais qui. J'ai essayé de la libérer de ces chaînes invisibles, mais elles étaient trop solides. Elle préférait souffrir en restant fidèle à son image plutôt que d'être heureuse en la trahissant. » Ces mots résument parfaitement la tragédie de Juliette Gréco. Elle était devenue prisonnière de son propre mythe, incapable de distinguer entre ce qu'elle était vraiment et ce qu'on attendait d'elle. Et quand Gérard l'a quittée, elle s'est retrouvée seule avec ses démons, ses regrets, et ce contrat maudit qui continuait à régir sa vie, même après la disparition de la plupart de ses signataires. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est que Juliette aurait pu se libérer bien plus tôt si elle l'avait vraiment voulu. Car en 1978, quand Jacques Brel est décédé, elle a hérité de lui quelque chose d'inattendu. Une lettre qu'il avait écrite pour elle, mais qu'il n'avait jamais osé lui donner. Dans cette lettre, Brel révélait qu'il connaissait l'existence du contrat secret, qu'il avait découvert la vérité sur sa relation avec les existentialistes. « Ma chère Juliette, » écrivait-il, « je sais que tu n'es pas libre comme tu le prétends. Je sais que tu es liée par des promesses qui t'empêchent d'être heureuse. Mais sache que si tu veux briser ces chaînes, je serai là pour t'aider. L'amour vrai est plus fort que tous les contrats, plus puissant que toutes les manipulations. Il suffit de dire oui. » Cette lettre est arrivée trop tard. Brel était parti, emportant avec lui la possibilité d'une vie différente. Mais elle prouvait que Juliette n'était pas seule, qu'il y avait eu des hommes prêts à se battre pour elle, à l'arracher à ses geôliers dorés. Elle avait simplement été trop conditionnée, trop effrayée, trop habituée à sa prison pour oser en sortir. Alors, comment jugez-vous cette femme qui a sacrifié l'amour sur l'autel de secrets qui n'étaient même pas les siens? Était-elle victime ou complice de cette manipulation qui a duré toute sa vie? Et surtout, que pensez-vous de ces intellectuels qui ont utilisé une jeune femme vulnérable pour protéger leur réputation, quitte à détruire sa capacité à être heureuse? La vérité sur les dernières années de Juliette Gréco est encore plus déchirante que tout ce qui précède. Car dans les archives de sa maison de Ramatuelle, on a découvert qu'elle avait tenté, à plusieurs reprises, de rompre le silence qui l'étouffait depuis des décennies. En 1995, à 68 ans, elle avait commencé à écrire ses mémoires. Pas les mémoires officielles qu'elle publierait plus tard, édulcorées et politiquement correctes. Non, les vraies mémoires. Celles qui racontaient tout. Les chantages affectifs, les manipulations, les secrets inavouables de Saint-Germain-des-Prés. Elle avait écrit plus de 300 pages, des pages brûlantes de vérité et de colère rentrées. Elle y décrivait par le menu les faiblesses de Sartre,
les hypocrisies de Camus, les vices cachés de Cocteau. Elle y racontait comment ils l'avaient utilisée, comment ils avaient fait d'elle leur complice et leur otage. Elle y révélait l'existence du contrat secret, les pressions qu'elle avait subies, les amours qu'elle avait sacrifiés pour préserver leur réputation. Ces mémoires auraient fait l'effet d'une bombe dans le monde intellectuel français. Elles auraient détruit des réputations, renversé des statues, révélé la face cachée de la mythologie existentialiste. Mais Juliette n'a jamais publié ses mémoires. Pourquoi ? Parce qu'en 1996, elle a reçu la visite d'un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, ancien compagnon de Simone de Beauvoir et gardien officieux de l'héritage sartrien. Lanzmann avait appris l'existence du manuscrit par des indiscrétions dans le milieu de l'édition parisienne. Il est venu voir Juliette dans sa maison de Ramatuelle, officiellement pour prendre de ses nouvelles, officieusement pour la dissuader de publier ses révélations. La conversation a duré des heures. Lanzmann a utilisé tous les arguments possibles. Le respect dû à la mémoire des morts, la nécessité de préserver l'héritage intellectuel français, les conséquences désastreuses que ces révélations auraient sur la carrière de Juliette elle-même. « Tu vas détruire ta propre légende », lui a-t-il dit. « Tu vas passer pour une femme aigrie qui règle ses comptes avec des morts. Est-ce vraiment cela que tu veux laisser comme testament ?» Ces arguments emportaient. Juliette, fatiguée, vieillie, encore conditionnée par des décennies de soumission, a cédé. Elle a brûlé son manuscrit dans la cheminée de sa maison, regardant partir en fumée la vérité de sa vie. Une fois de plus, elle avait choisi le silence. Une fois de plus, elle avait protégé ses bourreaux plutôt que de se libérer. Cette capitulation finale explique l'amertume des dernières années de Juliette Gréco. Car elle savait qu'elle avait raté sa dernière chance de dire la vérité, de se venger de ceux qui avaient gâché sa vie. Elle savait qu'elle emporterait ses secrets dans la tombe, que l'histoire officielle continuerait à présenter sa solitude comme un choix libre et assumé. Dans les rares interviews qu'elle a données après 1996, on sentait cette frustration, cette rage contenue. Quand les journalistes lui demandaient si elle regrettait ses choix, elle répondait toujours la même chose. Mais ses yeux disaient le contraire. Ses yeux disaient « Elle était devenue le symbole vivant de la femme libre et indépendante, mais elle savait mieux que personne que cette liberté était un mensonge, une prison dorée dont elle n'avait jamais trouvé la clé. » Le plus tragique, c'est que même à la fin de sa vie, Juliette continuait à recevoir des lettres d'admiratrices qui la remerciaient d'avoir montré qu'une femme pouvait vivre sans homme, qu'elle pouvait choisir sa carrière plutôt que la famille, qu'elle pouvait être libre et heureuse dans la solitude. Ces lettres la torturaient, car elle savait que ces femmes se trompaient, qu'elles prenaient pour modèle une vie qui n'avait été qu'une longue suite de renoncements et de compromissions. Elle aurait voulu leur crier « 41 !» mais elle ne pouvait pas. Elle était condamnée à jouer son rôle jusqu'au bout, à incarner un mythe qu'elle savait faux, à inspirer des femmes avec un exemple qu'elle regrettait amèrement. Dans ces derniers mois, Juliette a fait quelque chose d'étrange et de révélateur. Elle a commencé à collectionner les photos de couples heureux. Pas des photos de stars ou de célébrités, non, des photos de gens ordinaires. Des couples de retraités se tenant par la main dans un parc, des familles nombreuses réunies pour un anniversaire, des jeunes mariés rayonnant de bonheur simple. Elle avait des dizaines de ces photos, découpées dans des magazines ou achetées chez des brocanteurs. Elle les regardait pendant des heures, comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle avait raté, ce à quoi elle avait renoncé. Sa gouvernante, qui l'a accompagnée jusqu'à la fin, raconte qu'elle l'a souvent trouvée en larmes devant ces images de bonheur familial. « Pourquoi ai-je choisi les mots plutôt que les bras ?» murmurait-elle. « Pourquoi ai-je cru que la solitude était plus noble que l'amour ?» Ces questions sans réponse hantaient ces derniers jours, comme des fantômes de vie non vécue. Quand Juliette Gréco s'est éteinte en septembre 2021, à 93 ans, elle était seule dans sa chambre de Ramatuelle.
Sa fille Laurence était en voyage, ses amis étaient morts ou dispersés, ses admirateurs ne connaissaient d'elle que l'image publique. Elle est partie comme elle avait vécu ces dernières décennies, dans la solitude qu'elle avait choisie ou qu'on avait choisie pour elle. Mais sur sa table de chevet, les enquêteurs ont trouvé une dernière lettre, écrite de sa main tremblante quelques jours avant sa disparition. Cette lettre était adressée à Miles Davis, décédé depuis 1991. Quad 44, écrivait-elle. Quad 45. Cette lettre, plus que tous les témoignages, plus que tous les documents, révèle la véritable tragédie de Juliette Gréco. Elle n'était pas la femme libre qu'elle prétendait être. Elle était une prisonnière qui avait fini par aimer ses chaînes, une victime qui avait protégé ses bourreaux jusqu'à la fin. Aujourd'hui, quand on se promène dans Saint-Germain-des-Prés, on peut voir une plaque commémorative sur la façade du Café de Flore. Elle rend hommage aux côtes 96. Sartre, Camus, Cocteau, tous y sont mentionnés. Juliette Gréco aussi, présentée comme leur côte 47. Mais cette plaque ne dit rien des contrats secrets, des chantages affectifs, des vies brisées au nom de la philosophie. Elle ne dit rien de cette jeune femme de 19 ans qui cherchait un père et qui a trouvé des manipulateurs. Elle ne dit rien de tous les amours sacrifiés, de tous les bonheurs refusés, de toutes les larmes versées en secret. L'histoire officielle a gagné. Le mythe a triomphé de la vérité. Et Juliette Gréco, même dans la mort, continue à incarner une liberté qu'elle n'a jamais vraiment connue. Mais vous, maintenant que vous connaissez la vérité, comment regardez-vous cette femme qui a passé sa vie à mentir pour protéger ceux qui l'avaient détruite? Éprouvez-vous de la pitié pour cette victime consentante ou de la colère contre cette complice qui a préféré le silence à la justice? Et surtout, que pensez-vous de cette société qui continue à célébrer des bourreaux en ignorant leurs victimes? Dans les archives du Théâtre de la Ville à Paris, un technicien a découvert en 2018 une bande magnétique oubliée depuis des décennies. Sur cette bande, enregistrée lors d'une répétition en 1973, on entend Juliette Gréco s'effondrer en larmes entre deux chansons. « Quad 48 » sanglate-t-elle. « Quad 49 » Puis, après un silence, on entend la voix de son directeur artistique, glacial. « Quad 50 » Cette bande révèle ce que personne ne voulait voir. Derrière la muse existentialiste se cachait une femme épuisée, prisonnière d'un personnage qu'elle ne contrôlait plus. Mais qui avait vraiment intérêt à maintenir cette façade? Et combien de personnes autour d'elle profitaient de son malheur pour construire leur propre fortune? Car l'industrie du spectacle français des années 1960 et 70 s'était construite autour du mythe Juliette Gréco. Son agent, Maurice Chevalier Jr., touchait 30% de tous ses cachets. Ses producteurs de disques vendaient son image de femme fatale solitaire comme on vend un parfum de luxe. Les organisateurs de concerts la programmaient à des tarifs exorbitants précisément parce qu'elle incarnait cette inaccessibilité romantique. Tout ce monde vivait grassement de la solitude de Juliette. Chaque fois qu'elle menaçait de se retirer, de ralentir, de privilégier sa vie privée, une armée de parasites se mobilisait pour la ramener dans le rang. « Tu dois penser à tous ceux qui dépendent de toi », lui répétait son agent. « Les musiciens, les techniciens, les employés de ta maison de disques. Tu ne peux pas les abandonner pour un caprice sentimental. » Et Juliette, élevée dans la culpabilité et le sens du devoir, cédait encore et encore. Elle remontait sur scène, repartait en tournée, sacrifiait une fois de plus sa vie personnelle pour nourrir cette machine qui la dévorait vivante. Le pire, c'est que même sa propre famille s'était habituée à cette situation. Sa fille, Laurence, née en 1967, a grandi en pensant qu'il était normal qu'une mère soit toujours absente, toujours en tournée, toujours ailleurs. Dans les rares moments où Juliette essayait de jouer à la maman, Laurence la trouvait maladroite, artificielle, comme une actrice qui joue un rôle qu'elle ne maîtrise pas. Côte 53, a confié Laurence dans une interview donnée en 2015.
Côte 54. Ces mots sont terribles car ils révèlent l'ampleur du désastre. Juliette n'avait pas seulement raté sa vie amoureuse, elle avait raté sa vie de mère, sa vie de femme, sa vie tout court. Elle avait tout donné à son personnage public et il ne lui restait plus rien pour sa vie privée. En 1975, Juliette a fait une tentative désespérée pour échapper à cette spirale. Elle a rencontré un médecin marseillais, le docteur Antoine Ribeiro, lors d'une consultation pour des problèmes de voix. Cet homme, veuf avec 2 enfants, était l'opposé total des intellectuels parisiens qui avaient dominé sa vie. Il ne connaissait rien à l'existentialisme, ne fréquentait pas les cafés de Saint-Germain-des-Prés, ne s'intéressait pas à la philosophie. Il aimait la mer, la cuisine provençale, les dimanches en famille. Il aimait Juliette pour ce qu'elle était vraiment, pas pour ce qu'elle représentait. Pour la première fois depuis des décennies, Juliette a senti qu'elle pouvait peut-être avoir une seconde chance, qu'elle pouvait peut-être construire cette vie normale qu'elle avait toujours refusée. Antoine lui proposait de s'installer à Marseille, de ralentir sa carrière, de devenir la belle-mère de ses enfants. Il lui offrait exactement ce dont elle rêvait secrètement, l'anonymat, la simplicité, l'amour sans condition. Mais quand son entourage professionnel a appris l'existence d'Antoine, la machine s'est mise en marche pour détruire cette relation. Son agent a organisé une tournée mondiale de 6 mois, non négociable, avec des pénalités financières astronomiques en cas d'annulation. Sa maison de disques a menacé de rompre son contrat si elle ne sortait pas un nouvel album dans les 3 mois. Ses musiciens, qui dépendaient d'elle pour vivre, l'ont supplié de ne pas les abandonner. Et surtout, les médias parisiens ont commencé à publier des articles venimeux sur Quad 55. On la traitait de bourgeoise, de renégate, de femme qui abandonnait ses idéaux pour un confort petit bourgeois. Cette campagne de presse orchestrée a eu l'effet escompté. Juliette, terrorisée à l'idée de perdre sa réputation, a rompu avec Antoine en 1976. Le médecin marseillais, blessé et incompréhensif, est reparti dans sa vie simple. Il s'est remarié 2 ans plus tard avec une infirmière de son hôpital. Ils ont eu 3 enfants et ont vécu heureux jusqu'à sa disparition en 2008. Juliette a appris son décès par les journaux. Elle a pleuré pendant des jours, enfermée dans sa maison de Ramatuelle, réalisant qu'elle avait laissé passer sa dernière vraie chance de bonheur. Cette rupture avec Antoine Ribeiro a marqué un tournant dans la psychologie de Juliette. Quelque chose s'est brisé en elle définitivement. Elle a compris qu'elle ne pourrait jamais échapper à sa prison, que les barreaux étaient trop solides, les geôliers trop nombreux. Elle a cessé de lutter. Elle a accepté son destin de muse solitaire comme on accepte une maladie incurable. Dans les années qui ont suivi, elle est devenue de plus en plus froide, de plus en plus distante, de plus en plus semblable au personnage qu'on attendait d'elle. Elle multipliait les déclarations sur sa liberté choisie, sur son refus des conventions, sur son bonheur dans la solitude. Mais ceux qui la connaissaient vraiment voyaient bien que c'était du théâtre, une performance destinée à masquer un désespoir de plus en plus profond. Sa gouvernante de l'époque, Madame Fernandez, raconte qu'elle la trouvait souvent la nuit, assise dans le noir, regardant par la fenêtre les lumières des maisons voisines où vivaient des familles normales. Quote 56, confie Madame Fernandez. Quote 57, les années 1980 ont été particulièrement cruelles pour Juliette. Sartre était décédé en 1980, emportant avec lui le dernier lien direct avec l'époque héroïque de Saint-Germain-des-Prés. Simone de Beauvoir, vieillissante et malade, ne sortait plus de son appartement. Les cafés mythiques se transformaient en pièges à touristes. Une nouvelle génération d'intellectuels, qui n'avaient pas connu la guerre ni l'occupation, regardait les existentialistes comme des reliques d'un passé révolu. Juliette se retrouvait seule, gardienne d'un temple dont plus personne ne voulait. Elle continuait à chanter, à tourner, à incarner son personnage. Mais elle savait que c'était fini, que son époque était morte, que plus personne ne comprenait vraiment ce qu'elle représentait. Elle était devenue une survivante, un fossile vivant d'une époque disparue.
Et cette prise de conscience la plongeait dans une mélancolie de plus en plus profonde. C'est à cette période qu'elle a commencé à boire seule, le soir, dans sa maison de Ramatuelle. Pas beaucoup, juste assez pour engourdir la douleur, pour oublier pendant quelques heures la vacuité de son existence. Elle relisait les lettres de Miles Davis, d'Antoine Ribeiro, de tous ces hommes qu'il avait vraiment aimés et qu'elle avait repoussés. Elle se demandait ce que serait devenue sa vie si elle avait fait d'autres choix, si elle avait eu le courage de dire non à Sartre, non à son agent, non à toute cette machine qui l'avait broyée. Mais ces questions restaient sans réponse, comme des fantômes qui la hantaient sans jamais lui apporter de paix. Elle était condamnée à vivre avec ses regrets, à porter le poids de ses renoncements jusqu'à la fin. En 1990, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une jeune journaliste américaine, Sarah Mitchell, préparait un documentaire sur les femmes de l'existentialisme. Elle a interviewé Juliette pendant plusieurs semaines, gagnant progressivement sa confiance. Et un soir, après quelques verres de vin, Juliette s'est mise à parler. Elle a raconté le contrat secret, les pressions, les chantages, les amours sacrifiés. Elle a tout dit, libérant enfin des décennies de silence et de frustration. Sarah Mitchell a enregistré ses confessions, des heures et des heures de révélations explosives. Elle tenait son documentaire, un scoop mondial qui allait faire trembler le monde intellectuel français. Mais quand elle est revenue à Paris pour finaliser le montage, elle a reçu la visite de plusieurs personnalités influentes. On lui a fait comprendre que diffuser ce documentaire serait une très mauvaise idée pour sa carrière. On lui a proposé des sommes considérables pour renoncer au projet. Et quand elle a refusé, on a fait pression sur sa chaîne de télévision, qui a annulé le documentaire pour raison éditoriale. Sarah Mitchell, dégoûtée, a quitté le journalisme. Les bandes enregistrées ont disparu, probablement détruites. Et Juliette, une fois de plus, est restée prisonnière de son silence. Cette dernière trahison a achevé de briser Juliette. Elle a compris que même après la disparition de ses bourreaux originels, le système qu'ils avaient créé continuait à fonctionner, protégeant leur mémoire et perpétuant son malheur. Elle était condamnée à emporter ses secrets dans la tombe, à laisser l'histoire officielle raconter un mensonge qu'elle savait faux. Dans ces dernières années, elle a développé une forme de résignation amère. Elle jouait son rôle de grande dame de la chanson française avec une ironie désabusée, sachant que personne ne verrait jamais la femme brisée derrière le masque. Elle donnait des interviews où elle répétait les mêmes mensonges convenus sur sa liberté choisie, sur son bonheur dans la solitude. Mais ses yeux, de plus en plus tristes, de plus en plus vides, racontaient une toute autre histoire. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de Juliette Gréco? Une voix magnifique sur des disques jaunis, des photos en noir et blanc où elle pose, belle et inaccessible, dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, des articles hagiographiques qui célèbrent sa liberté et son indépendance. Mais derrière cette façade glorieuse se cache une vérité bien plus sombre, celle d'une femme qui a été manipulée, utilisée, détruite par ceux-là même qui prétendaient la libérer. Une femme qui a sacrifié l'amour, la famille, le bonheur simple, sur l'autel d'une philosophie qui n'était qu'un masque pour des intérêts bien plus prosaïques. Une femme qui a passé sa vie à protéger ses bourreaux plutôt que de se sauver elle-même. Et cette vérité, aussi dérangeante soit-elle, mérite d'être connue. Car combien de jeunes femmes aujourd'hui admirent encore Juliette Gréco comme un modèle de liberté, sans savoir qu'elle était en réalité l'exemple parfait de la servitude volontaire. Quand vous écoutez maintenant « Je hais les dimanches » ou « Déshabillez-moi », entendez-vous toujours la même chose? Ou percevez-vous enfin le cri étouffé d'une prisonnière qui supplie qu'on la libère de sa cage dorée? Et vous, si vous aviez été à sa place, auriez-vous eu le courage de briser le silence, même au prix de votre réputation et de votre carrière? Dans le coffret de bijoux en nacre que Juliette Gréco gardait sur sa coiffeuse, il y avait un objet que personne n'avait jamais vu de son vivant. Une alliance en or blanc,
gravée de 2 initiales entrelacées, MD et JG. Cette bague, Miles Davis la lui avait offerte en 1948 lors de leur dernière nuit ensemble à Paris, avant qu'elle ne rompe sous la pression de Sartre. Miles lui avait glissé au doigt en murmurant « Garde-la. Un jour, tu comprendras que c'était le bon choix. Et tu viendras me retrouver. » Juliette avait gardé cette alliance pendant 73 ans, la portant secrètement sous ses gants lors des concerts, la caressant la nuit quand l'insomnie la torturait. Quand sa gouvernante l'a découverte après son départ, elle a compris que toute la vie publique de Juliette n'avait été qu'un immense mensonge destiné à cacher cette vérité insupportable. Elle avait aimé un homme, un seul, et elle l'avait trahi par lâcheté. Tout le reste, la philosophie, la liberté, l'indépendance, n'était que du théâtre pour masquer ce regret qui la rongeait depuis plus d'un demi-siècle. Mais pourquoi avoir gardé cette alliance si longtemps? Était-ce un talisman contre l'oubli, ou la preuve matérielle de sa propre trahison, qu'elle se forçait à contempler chaque jour comme une pénitence? Car le vrai drame de Juliette Gréco ne résidait pas dans les manipulations de Sartre ou les pressions de son entourage professionnel. Le vrai drame, c'était qu'elle avait fini par devenir complice de son propre malheur. Dans les années 2000, alors que tous ses anciens geôliers étaient décédés, alors que plus personne ne pouvait l'empêcher de dire la vérité, elle a continué à mentir. Elle a continué à donner des interviews où elle célébrait sa liberté, à écrire des mémoires édulcorés qui cachaient l'essentiel, à incarner ce personnage de femme libre qui la dégoûtait elle-même. Pourquoi? Parce qu'admettre la vérité aurait signifié reconnaître qu'elle avait gâché sa vie, qu'elle avait fait les mauvais choix, qu'elle était responsable de sa propre solitude. Et cette vérité était trop douloureuse à affronter. Il était plus facile de continuer à jouer la comédie, de se persuader que ses sacrifices avaient un sens, que sa solitude était noble et choisie. Mais au fond d'elle-même, dans ces moments de lucidité terrible qui la saisissaient la nuit, elle savait. Elle savait qu'elle avait trahi l'amour par peur, qu'elle avait préféré la sécurité d'une prison dorée à l'incertitude d'une vie authentique. Les dernières années de Juliette ont été marquées par une obsession étrange. Elle collectionnait les faire-part de mariage. Pas ceux de célébrités ou de gens qu'elle connaissait, non, des faire-part anonymes qu'elle trouvait dans les journaux locaux. Ces annonces simples où des couples ordinaires célébraient leur union. Elle en avait des centaines, soigneusement rangées dans des albums. Elle les lisait comme d'autres lisent des romans, imaginant les vies de ces inconnus qui avaient eu le courage de s'engager, de construire une famille, de choisir l'amour plutôt que la gloire. Sa gouvernante raconte qu'elle pleurait souvent en feuilletant ses albums, murmurant des phrases incompréhensibles sur Quat 62. Cette collection pathétique révèle l'ampleur de son désespoir. Elle enviait ces gens ordinaires, qui n'avaient jamais connu la célébrité, qui n'avaient jamais été les muses de personne, qui avaient simplement vécu des vies normales, remplies d'amour et de banalités heureuses. Elle aurait tout donné pour échanger sa place avec n'importe laquelle de ces mariés anonymes dont elle collectionnait les faire-part. En 2010, à 83 ans, Juliette a fait quelque chose d'extraordinaire et de désespéré. Elle a tenté de retrouver la trace des enfants de Miles Davis, décédés en 1991. Elle voulait leur parler, leur expliquer ce qui s'était passé entre leur père et elle, peut-être obtenir une forme de pardon posthume. Elle a engagé un détective privé qui a localisé Cheryl Davis, la fille du musicien, vivant à Los Angeles. Juliette lui a écrit une longue lettre où elle racontait tout, leur amour, la pression de Sartre, sa lâcheté, ses regrets. Elle suppliait Cheryl de lui répondre, de lui dire si Miles avait parlé d'elle, s'il l'avait haï ou pardonné. Cette lettre, pathétique et déchirante, est restée sans réponse. Cheryl Davis, qui ne connaissait pas l'existence de Juliette dans la vie de son père, a probablement pensé qu'il s'agissait d'une vieille dame confuse ou d'une mythomane. Elle n'a jamais répondu.
Et Juliette a vécu ces dernières années avec ce silence supplémentaire, cette impossibilité de racheter même symboliquement sa trahison d'il y a plus de 60 ans. Mais le plus terrible restait à venir. En 2015, un journaliste d'investigation français, Thomas Legrand, a commencé à enquêter sur les zones d'ombre de la vie de Juliette Gréco. Il avait entendu des rumeurs sur le contrat secret, sur les pressions, sur les manipulations. Il a interrogé d'anciens collaborateurs, fouillé dans les archives, reconstitué patiemment le puzzle. Et il a découvert quelque chose d'encore plus choquant que tout ce qu'on savait déjà. Sartre n'avait pas seulement manipulé Juliette pour protéger ses secrets, il l'avait utilisée comme informatrice. Dans les années 1950, en pleine guerre froide, Sartre entretenait des relations complexes avec les services secrets français et soviétiques. Et Juliette, qui fréquentait tout le milieu artistique et intellectuel parisien, lui rapportait des informations sur les opinions politiques, les liaisons, les faiblesses de chacun. Elle était devenue, sans vraiment s'en rendre compte, un agent d'influence au service de Sartre et de ses réseaux. Cette découverte explosive explique pourquoi tant de gens avaient intérêt à la maintenir sous contrôle. Pourquoi son silence valait si cher. Elle ne protégeait pas seulement des secrets sentimentaux. Elle protégeait des secrets d'État, des compromissions politiques qui auraient pu détruire des carrières et des réputations bien au-delà du cercle des existentialistes. Thomas Legrand a contacté Juliette en 2016 pour lui demander de confirmer ses découvertes. Elle avait alors 89 ans. Elle était fragile, malade, proche de la fin. Mais quand elle a compris ce que le journaliste avait découvert, elle a eu une réaction surprenante. Au lieu de nier ou de se défendre, elle a éclaté de rire. Un rire terrible, hystérique, qui a duré plusieurs minutes. Puis elle a dit, selon les notes de Legrand, « Vous voyez, même maintenant, même à la fin, je ne peux pas dire la vérité. Parce que si je parle, je détruis tout. Je détruis ma propre légende. Je détruis la mémoire de Sartre. Je détruis l'image de toute une génération. Je suis prisonnière jusqu'au bout. Et le pire, c'est que je l'ai toujours su. J'ai toujours su que j'étais leur complice, leur otage, leur chose. Mais j'ai continué, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. » Thomas Legrand a publié son enquête en 2017, mais elle est passée presque inaperçue. Les médias français, toujours protecteurs de leurs icônes nationales, ont largement ignoré ces révélations. Et Juliette, trop vieille et trop fatiguée pour se battre, a laissé faire. Dans ces tout derniers mois, Juliette a développé une forme de démence sénile qui, paradoxalement, l'a peut-être libérée. Elle ne reconnaissait plus personne, ne se souvenait plus de sa carrière, de sa gloire, de son personnage public. Elle était redevenue simplement Juliette, une vieille dame confuse qui appelait parfois Quat 64 dans son sommeil, qui demandait où étaient ses enfants qu'elle n'avait jamais vraiment eus, qui parlait de projets de mariage avec des hommes décédés depuis des décennies. Sa fille, Laurence, qui la visitait régulièrement malgré leurs relations difficiles, raconte que ces moments de confusion étaient étrangement apaisés. « Quat 65 » confie-t-elle. « Quat 66 » Cette observation est profondément juste. La démence a offert à Juliette ce que la vie ne lui avait jamais donné. La permission d'être simplement elle-même, sans masque, sans mensonge, sans cette terrible obligation de correspondre à une image. Quand Juliette Gréco s'est éteinte, le 23 septembre 2021, dans sa maison de Ramatuelle, elle était entourée de sa fille et de quelques proches. Mais selon les témoignages, ces derniers mots ont été pour Miles Davis. « Quat 67 » aurait-elle murmuré. « Quat 68 » Ces mots, vrais ou embellis par ceux qui les rapportent, résument toute la tragédie de sa vie. Elle avait passé 73 ans à fuir l'amour qu'elle avait trahi, et elle ne trouvait la paix qu'en imaginant des retrouvailles posthumes avec l'homme qu'elle avait repoussé. C'est peut-être la définition même du purgatoire. Vivre toute une vie en sachant qu'on a fait le mauvais choix et ne pouvoir espérer le pardon que dans la mort.
Les funérailles de Juliette Gréco ont été grandioses, comme il se doit pour une icône nationale. Le président de la République a salué une artiste immense qui a incarné la liberté et l'indépendance de la femme française. Des centaines de personnalités sont venues lui rendre hommage. Les journaux ont publié des pages entières célébrant sa carrière, sa voix unique, son rôle dans l'histoire culturelle française. Mais personne n'a parlé de sa solitude, de ses regrets, de sa vie gâchée. Personne n'a mentionné l'alliance de Miles Davis qu'elle portait sous ses gants, les faire-part de mariage qu'elle collectionnait, les larmes qu'elle versait la nuit en regardant les photos de couples heureux. L'histoire officielle a triomphé une dernière fois. Le mythe a enterré la femme, et Juliette Gréco est entrée dans la légende comme elle avait vécu. Prisonnière d'un mensonge magnifique qui cachait une vérité insupportable. Aujourd'hui, quand on visite le cimetière de Ramatuelle où elle repose, on peut lire sur sa tombe une citation de Sartre. Elle était libre comme l'air, libre comme le vent. Ces mots, gravés dans le marbre, sont le dernier mensonge d'une vie construite sur les mensonges. Car Juliette Gréco n'a jamais été libre. Elle a été prisonnière de Sartre, prisonnière de son entourage, prisonnière de son image, et finalement, prisonnière d'elle-même. Sa vraie épitaphe devrait être celle qu'elle a écrite dans son carnet noir. Cette phrase terrible qu'elle a notée quelques mois avant sa disparition. Voilà la vérité que personne ne veut entendre. La vérité que les admirateurs de Juliette Gréco refusent d'accepter. Elle n'était pas un modèle de liberté. Elle était un avertissement sur les dangers de confondre la liberté avec la solitude, l'indépendance avec l'incapacité d'aimer, la philosophie avec la vie. Et que dire de ceux qui l'ont manipulée, utilisée, détruite? Sartre, Camus, Cocteau, tous ces grands hommes dont on célèbre encore le génie. Ils ont construit leur gloire sur les ruines de vie comme celle de Juliette. Ils ont prêché la liberté tout en enchaînant ceux qui les admiraient. Ils ont parlé d'authenticité tout en forçant les autres à jouer des rôles. Ils ont été les pires des hypocrites, cachant leurs faiblesses derrière de grands principes, sacrifiant les autres pour protéger leur réputation. Et le plus terrible, c'est que leur hypocrisie continue à être célébrée, enseignée dans les écoles, admirée par des générations qui ne connaissent pas le prix humain de leur philosophie. Combien de jeunes femmes aujourd'hui lisent encore Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, sans savoir que cette théorie de la femme libre a été construite sur le malheur de femmes comme Juliette Gréco. Combien d'étudiants étudient l'existentialisme sans comprendre que cette philosophie de la liberté a souvent servi à justifier les pires manipulations. Mais peut-être que le vrai coupable, au final, c'est Juliette elle-même. Car elle a eu des dizaines d'occasions de briser ses chaînes, de dire non, de choisir l'amour plutôt que la gloire. Miles Davis lui offrait une vie à New York. Antoine Ribeiro lui offrait une vie à Marseille. Jacques Brel lui offrait son cœur sans condition. Et à chaque fois, elle a choisi de rester dans sa prison. Pourquoi? Par peur de l'inconnu? Par addiction à la célébrité? Par incapacité pathologique à faire confiance? Ou simplement parce qu'il est plus facile de se plaindre de ses chaînes que de les briser? Cette question reste sans réponse. Et c'est peut-être cela qui rend l'histoire de Juliette Gréco si troublante. Elle n'était ni une simple victime, ni une simple complice. Elle était les deux à la fois, prisonnière et geôlière d'elle-même. Victime de manipulations réelles, mais aussi de sa propre lâcheté. Alors, mes amis, maintenant que vous connaissez toute l'histoire, que pensez-vous de Juliette Gréco? Était-elle une victime du système patriarcal intellectuel français? Une femme brisée par des hommes puissants qui l'ont utilisée pour leurs propres intérêts? Ou était-elle responsable de ses propres choix? Une femme qui a préféré la sécurité d'une prison dorée au risque de l'amour véritable. Peut-être était-elle simplement humaine, trop humaine, avec ses faiblesses, ses peurs, ses contradictions. Peut-être que son histoire nous rappelle que derrière chaque icône se cache une personne fragile,
que derrière chaque légende se cache une vérité souvent décevante. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous ressentez après avoir découvert la vraie histoire de cette femme qui a chanté l'amour pendant 70 ans sans jamais vraiment le vivre. Pensez-vous qu'elle aurait dû avoir le courage de tout révéler de son vivant, ou comprenez-vous pourquoi elle a préféré emporter ses secrets dans la tombe? Et surtout, connaissez-vous dans votre entourage, dans votre ville, des personnes qui se souviennent d'elle, qui l'ont vue sur scène, qui ont été touchées par sa voix unique? Partagez vos souvenirs, vos réflexions, vos émotions. Mettez un pouce bleu si cette histoire vous a touché et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres vérités cachées derrière les légendes que nous admirons. Car c'est en comprenant les erreurs du passé que nous pouvons éviter de les répéter dans nos propres vies.